Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Tous les matins, nous vous donnons rendez-vous, une manière de comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe là. Plusieurs moyens s'offrent à vous, téléspectateurs, si vous souhaitez en tout cas nous joindre ici, soit sur Twitter. Ça s'affiche juste en bas de l'écran, hashtag EspaceGG. Avec plaisir, nous prenons encore de messages. Sinon, l'autre numéro de téléphone, le 00 224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons comptabiliser vos messages et puis faire lecture un peu plus tard dans cette émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, on parle de ces élections locales encore, nous laissent des noms, il faut le rappeler. Aminata Touré, fille donc du père de l'indépendance guinéenne et candidate indépendante à la mairie de Kaloum, pourrait encore faire les récits entourant donc le dimanche électoral, après donc les dards verts qu'elle a dû essuyer donc pendant la campagne. Elle doit désormais faire face à ce qu'elle appelle une tentative de confiscation des votes au profit donc du RPG Arc-en-Ciel. Pourtant, celle qui a vu ses représentants exclus des opérations terminales de centralisation de vote ne compte pas y jouer petit bras. Il le dit, Jacques-Henri Tamba Minimono. Qu'est-ce qui sous-entend donc ces accusations envers le parti au pouvoir? Nous posons ces questions ce matin. Qu'entend-elle y faire par ailleurs? Aminata Touré est candidate indépendante à la mairie de Kaloum et sera en direct matin chez les GG. Et les élections locales ont donc eu lieu dimanche, suscitant depuis 24 heures une flopée de réactions de la part des acteurs engagés dans le processus. S'il est vrai que tous saluent la tenue enfin d'un scrutin qui a mis du temps à y arriver, il n'en reste pas moins, en tout cas, vrai que la plupart des acteurs politiques de la société civile dénoncent les opérations marquées par des fraudes massives, poussant même parfois le bouchon plus loin. Comme il l'a fait le leader de l'UFR pour demander l'annulation pure et simple du vote, regard croisé sur l'ensemble du processus avec une suite d'acteurs politiques de la société civile. Vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules. Vous continuez à réagir évidemment. Zachary Tamba Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tu m'aimerais bien que j'appelle Tamba en fait. Tamba, oui. C'est plus simple et c'est mieux d'ailleurs. Mafoudi Amangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Jacques Lewalino. Bonjour Lamine. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité et surtout cette question ce matin, mon cher Tamba. Hier, jusqu'à tard, on travaillait. Faut-il craindre l'irruption d'une nouvelle épidémie de fièvre en Guinée? C'est une bonne question. Ouais. Lamine, je pense qu'il faut se la poser ce matin. D'entre deux jeux, il faut dire à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que je ne suis pas épidémiologiste. Donc, tout ce qui va être fait ce matin va être plus ou moins sommaire. On a tenté d'avoir le docteur Sakoba Keïta qui n'avait pas été disponible, en tout cas hier soir. On espère pour les jours à venir l'entendre pour nous permettre d'en savoir davantage et avoir, si vous voulez, le cœur net sur cette question préoccupante de santé publique. Ouais. Comment est-ce que tout cela en est venu à nos oreilles? Il y a un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ivoirien. Ouais. Il faut le dire, c'est de là qu'est parti en fait ce dont il va être question tout à l'heure. Ce communiqué donc met en garde les populations, informe les populations ivoiriennes de la présence en sous-région d'une épidémie qui sévit actuellement. Vous pouvez le lire au Nigeria où ça a fait à janvier tout récemment 21 morts, au Bénin où on a été jusqu'à 18 morts et au Togo où on est à plus de 2 morts. Ça commence à inquiéter et ça prend de l'ampleur en espace ouest africain. Ce que donc le gouvernement ivoirien fait par l'entremise de son ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, c'est de prévenir les populations et de leur dire de faire attention. Qu'est-ce qui nous importe à l'intérieur de ce communiqué? Justement. C'est qu'au bout du compte, le ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique ivoirien dit précisément qu'il s'agit d'une épidémie qui sévit également en Guinée. Sauf que là, chez nous,
Blackout. Chez nous, on n'en entend pas parler. Ouais, c'est la fièvre Lassa. Pour être plus précis, la grandes fièvre de gueules. Lassa, on y va en être question tout à l'heure. Ouais. Pour être plus précis sur la question, d'après nos informations, ce serait du côté de Dieké qu'un premier cas aurait été dépisté. Il faut quand même dire que pour 80% des cas de fièvre, d'après les informations que nous avons pu glaner naturellement sur le site de l'OMS, et ce n'est pas rien. Ouais. Lorsque vous obtenez de l'information sur ce site-là, 80% des cas d'affection à cette maladie développent une maladie asymptomatique, c'est-à-dire qui n'a pas de signe particulier que l'on peut y voir de cette façon-là. Ouais. Ce qui veut dire que la Minguirassi, Dieu t'en garde, Dieu t'en préserve. Merci. Que la Minguirassi peut bien naturellement être atteinte de ce virus-là et ne pas le manifester, Donc ne pas l'exprimer de manière visible, sans fait. le savoir. D'accord. Et même les autres autour de toi peuvent avoir du mal à comprendre que tu en souffres. Mais qu'en est-il précisément par rapport à la Guinée? Ce n'est pas nouveau. Il faut quand même dire à tous les Guinéens que la fièvre de Lassa, parce que Lassa, il s'agit d'un territoire dans l'état du Borno au Nigeria. Okay. C'est là que l'épidémie a fait pour la première fois apparition. Et donc, c'est à cause de cela qu'on l'appelle la fièvre de Lassa. Alors, la fièvre de Lassa a des symptômes assez proches, a des signes assez proches de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Absolument. Il peut y arriver des cas de saignement, comme on a pu le voir avec Ebola, des cas de vomissement, de fatigue accrue, de hausse de température. Tout cela, ce sont des signes que l'on peut découvrir sur cette fièvre-là. Ce qu'il faut dire, c'est que 25% des patients qui sont guéris de cette fièvre développent vers la fin des difficultés d'audition. D'accord. Ils peuvent devenir sourds. Et de ces 25%, seulement la moitié peut recouvrer, lui, après, naturellement, un traitement suffisamment médicalisé. Mais sur la fièvre elle-même, je le redis, depuis 2011, l'État guinéen sait que la fièvre de Lassa existe en Guinée de manière endémique. Pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on dit qu'une maladie existe de manière endémique, ça veut dire qu'elle est permanemment présente sur un territoire donné. Alors, ce qui la rend endémique, c'est bien simple. Vous voulez savoir la raison, il faut pas aller chercher loin. La fièvre de Lassa puise son terroir ou a son terroir dans l'insalubrité. Lorsque vous avez des rats, on les appelle les grosses souris que nous avons ici, il peut s'en trouver que l'on appelle des rats à mamelles multiples. Vous trouvez une souris avec beaucoup de mamelles. Ce qu'on apprend, c'est que ce virus-là, il loge à l'intérieur des sécrétions, si vous voulez, c'est les déchets. Les déchets, excusez-moi du terme, les cacas et les urines de ces souris-là. Donc, les rats à mamelles gardent, si vous voulez, c'est l'agent hôte qui garde donc ce virus-là. Et chaque fois que vous êtes dans une situation comme ça, où ce virus qui en est infecté, ce rat qui en est infecté, va et qu'il urine, par exemple, sur vous ou sur des instruments, des ustensiles, par exemple, que vous utilisez. Vous les utilisez de manière insalubre, si vous ne les avez pas nettoyés et qui sont donc infectés, vous avez tous les risques d'attraper ce virus-là. Et donc, ce qu'il faut dire aux citoyens ce matin, en attendant d'avoir un spécialiste de la question qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. Docteur Sankoma, vous l'avez appelé hier. Je l'ai appelé hier, justement. Le détail est bien simple. Il m'a dit qu'il ne travaillait pas au-delà, il ne prenait pas son téléphone au-delà de 20 heures avant de me raccrocher au nez. Je lui ai quand même envoyé un message pour lui expliquer qu'on avait besoin d'en savoir davantage. Probablement, au sortir de cette émission, il voudra répondre à nos questions. En tout cas, ce sera important de fixer les Guinéens là-dessus. Il faut dire à la fin aux Guinéens, comme l'a fait le ministère de la Santé publique, de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire, il faut le dire tout simplement, il faut éviter d'abriter chez vous, donc à la maison, ces souris-là. C'est difficile d'aller savoir laquelle des souris a plusieurs mamelles. Non, il y a des produits. Il y a des produits pour les éradiquer s'ils existent déjà. Ensuite, il faut savoir elles sont attirées, par
par la saleté et par des nourritures particulières. Il faut faire en sorte que la maison, elle soit assainie, que l'environnement familial soit maintenu propre. De cette façon-là, il y a de la chance d'éviter cela. Mais mieux encore, ce sont des souris qui urinent partout. Dans les sacs de riz, dans les condiments, absolument. Et donc, ils posent leurs déchets par-ci et par-là. Si vous avez, par exemple, utilisé vos ustensiles, vous allez les nettoyer, vous les avez déposés, qui sont revenus. C'est le propre des souris, elles urinent partout. Vous avez obligation, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est important, de ne jamais utiliser, par exemple, une assiette, une cuillère ou un verre sans l'avoir lavé au préalable. Il faut donc s'obliger à revenir là-dessus et suivre le processus tel qu'il est recommandé par les médecins. Cela vaut à la fois pour les nourritures, les céréales que nous avons, que pour les crudités que nous pouvons garder chez nous à la maison. Ça vaut également pour les ustensiles de cuisine. Et en dernier ressort, quoi que l'on dise, lorsque vous sentez votre température gravir un certain palier, c'est important de référer à un centre médical. Cela est important pour vous, votre santé, la santé de vos proches, la santé de la population plus généralement. Et il faut renouer avec le lavage de mains que l'on a pris l'habitude d'avoir avec Ebola et que malheureusement on a commencé à abandonner. Je le redis donc, par rapport à cette possible présence de la fièvre de Lassa en Guinée, précisément à Dieké où on nous en a parlé, il sera important d'entendre un spécialiste, en l'occurrence Dr Sakoba ou quelqu'un du ministère de la Santé, mais c'est important. Mais il y a quand même une entité en charge des épidémies. J'ai pas dit le contraire. Donc à part Dr Sakoba, probablement il y a un adjoint ou un chargé de communication qui pourrait répondre à nos questions. Surtout quand on nous signale la présence d'un cas du côté de Dieké, c'est important. Mafoudi est très inquiète. Ça te procure quoi exactement? Ça me rappelle un peu les débuts de la fièvre Ebola. Quand on s'est tué sur la vérité, c'est quand ça a commencé à s'aggraver qu'il y a eu davantage de communication. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas une petite crise, qu'il n'y a pas une petite fièvre. Un seul cas, c'est déjà un cas très important. À écouter Tamba, moi personnellement, je lisais les informations avec déjà les infos qu'on fait passer. Je savais que la fièvre existait du côté de la Côte d'Ivoire. Mais qu'en Guinée, même à Dieké, je ne savais pas. C'est ce matin je l'apprends. Donc du coup, au-delà d'avoir ces responsables qui passeront dans cette émission pour communiquer ou dans d'autres émissions, ce que nous espérons davantage, c'est plus de sensibilisation au niveau de ces communautés et dans toutes nos langues, comme ils ont pu le faire vers la fin de l'épidémie d'Ebola, où ils ont communiqué largement. On a quand même la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est pas loin. C'est comme si on veut un bâtiment à 2 chambres avec le salon. Les gens, ils se retrouvent tout le temps, ils sont ensemble. Donc, le risque est énorme. Moi, je pense qu'au-delà de communiquer, ils doivent aller dès maintenant s'enquérir de l'état, du niveau d'avancement de cette maladie du côté de Dieké, sensibiliser davantage de personnes sur les précautions à prendre. S'il y a des personnes qui sont détectées, les traiter déjà. C'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Ils vont peut-être retarder pour intervenir dans les émissions parce qu'on les connaît, c'est quand il faut les forcer. Sinon, quand même, des situations comme ça, on n'a même pas besoin d'apprendre du côté de la Côte d'Ivoire. Mais bon Dieu, qu'ils aillent de ce côté, qu'ils sensibilisent, surtout qu'ils traitent parce que c'est encore bon, c'est encore un seul cas, je pense, qui est détecté. Et on peut encore s'en sortir. Allez-y, Jacques Léwanino. Oui, ça rappelle justement les débuts d'Ebola. Moi, je me rappelle quand pour la première fois on nous avait parlé de cette maladie inconnue, j'ai pu entendre le tout premier médecin qui est intervenu sur ça à Gekedou, qui ne connaissait pas encore c'était quoi exactement. Il avait pensé à cette épidémie-là, la fièvre de Lassa. Donc, je me dis en quelque sorte que nos agents de santé connaissent très bien l'existence de cette maladie. Maintenant, est-ce que ça pouvait aller à des proportions inquiétantes? Est-ce que pendant que nous étions en pleine crise d'Ebola, est-ce que la fièvre de Lassa n'était pas aussi présente parmi nous? Parce que c'est des questions à se poser. On avait concentré beaucoup d'efforts sur la lutte contre l'épidémie d'Ebola, mais moi, c'est la question que je me pose. Puisque ce médecin, ça lui est venu à l'idée de parler comme ça des fièvres Ebola, des fièvres de Lassa. Est-ce qu'à cette époque, cette fièvre-là n'était pas déjà chez nous ici. Maintenant, c'est important, Tamba et Maf l'ont déjà dit, et le ministère de la Santé doit quand même anticiper. Parce que si on n'anticipe pas, ça va créer encore la psychose au sein de la population et ça va nécessiter beaucoup de dépenses pour rien. Pourtant, on peut encore circonscrire la maladie à Dieké, c'est dans une sous-préfecture, et veiller à ce que les mesures d'hygiène soient respectées. C'est vraiment
vraiment le message qu'il faut lancer aujourd'hui. En tout cas, Sakoba Keïta, il n'est plus n'importe qui. Il est à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Le peuple a bien son rôle. C'est bien son rôle. Je pense que d'ailleurs, c'est lui qui devrait parler pour la première fois de l'existence de cette épidémie. Ça ne devrait pas venir des médias. Et nous en parlons, on ne connaît pas assez. Puisque nous avons lancé l'alerte, je crois bien que le président de la République ne va plus dire attrapez-vous les mains, il n'y a pas de problème, tout peut marcher, c'est-à-dire dédramatiser la chose, comme quoi éviter comment on appelle les investisseurs étrangers. Les investisseurs ne vont pas nous fuir si, bien évidemment, nous sommes sains. Et pour l'instant, le combat doit être à ce niveau-là. Justement, on va essayer de tenter de joindre un spécialiste ce matin. Le Prince Diallo est en train de se battre de ce côté. Et puis, on nous signale aussi un auditeur qui dit qu'il y a un centre à Zérekoré qui travaille sur cette maladie, cette fièvre, Lassa. Donc, il demande à appeler le directeur. On va essayer de comprendre ce matin. Absolument, ce qui va vous étonner, c'est que, comme je le disais tantôt, l'OMS qui le dit, c'est l'OMS qui le dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas inventé. Cette épidémie existe depuis octobre 2011 en Guinée. C'est grave. Depuis octobre 2011, l'épidémie existe. Je veux dire, avant donc Ebola. Elle a donc été, elle a été naturellement identifiée. Ce qui veut dire que bien avant, elle a pu exister. En d'autres termes, ces rats, ces rongeurs qui gardent le virus en eux, s'ils sont présents en Guinée et qu'ils sont infectés, c'est tout naturel qu'ils existent. Et il faut rappeler que ces rongeurs sont consommés. Mais absolument. Ce sont des rongeurs qui sont consommés. Donc ça, c'est une autre problématique à prendre sérieusement en compte. On entendra le spécialiste tout à l'heure pour revenir sur la question. Par contre, ce qui devrait étonner tout le monde, c'est comment fait-on pour savoir qu'une telle épidémie existe avec autant de risques, avec autant de degrés de vulnérabilité pour les populations, sachant qu'elles consomment. Donc ce rongeur-là, sachant également que ce rongeur cohabite avec les citoyens et qu'on ne veuille pas communiquer là-dessus pour prévenir. Le virus n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a pris les devants pour dire aux Ivoiriens, vous pouvez lire sur le communiqué, pas pour faire de la publicité, vous pouvez le voir sur Pôle Afrique, c'est un site ivoirien, vous pouvez le voir là-dessus, mais à l'intérieur, Lamine, on dit précisément aux Ivoiriens quoi faire. Lavez-vous les mains, lavez vos ustensiles, lavez vos condiments, chassez tout ce qui est insalubre autour de votre habitat. Ce sont autant de recommandations qui ont été données par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire. Je rappelle que même sous Ebola, et ça c'est important, je rappelle que même sous Ebola, ces pays-là étaient plus suiveurs des précautions de santé publique en matière de prévention du virus que la Guinée qui en souffrait. C'était plus facile d'entrer et de sortir de la Guinée que d'accéder ou même de sortir d'un pays comme la Côte d'Ivoire. J'ai quand même eu la chance de le visiter et pendant ce temps. C'était la même chose pour le Nigeria, pour le Sénégal ou même pour Accra. C'était la même chose. Il y a assez si vous voulez, assez de complaisance dans notre façon de faire en Guinée qu'il faudrait naturellement éviter. Justement parce que quand Ebola était là, ou quand Ebola partait, il y a des centres de traitement qui avaient été transformés en structures sanitaires de veille. Et nous les avons notamment à Forêt-Caria, à Koya, mais également à Zérekoré. Mais je me pose aujourd'hui la question, est-ce que l'Agence nationale de la sécurité sanitaire ne se résume pas au bureau de Dr Sakoba et de ses adjoints? Parce que si ces centres-là étaient réactivés, c'est des choses qui pouvaient très vite être signalées de ce côté. Parce qu'il y a un travail qui est fait pour continuer à veiller. Quand en 2015, on célébrait la fin d'Ebola ici, je pense que les institutions de santé internationales ont été très claires. Il ne fallait pas tout de suite oublier que d'autres épidémies peuvent ressurgir. Même pas Ebola, mais d'autres épidémies pouvaient ressurgir. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On n'est plus au stade où on gérait la crise de choléra qui a longtemps fatigué parce que Sakoba, on l'a connu d'abord dans la lutte contre le choléra avant qu'une épidémie beaucoup plus grave n'arrive. Et avec ce que je viens de lire dans l'alerte qui nous a été envoyée, je me rends compte que si la crise
atteint des proportions inquiétantes, nous pouvons nous retrouver dans la même crise, sinon la crise beaucoup plus grave que celle que nous avons connue sous Ebola. Parce que c'est les mêmes symptômes, c'est la transmission, la contagion est très facile, ça peut aller d'homme à homme. Et ce sont des sécrétions, je pense que c'est très facile que ça puisse se développer, que ça puisse sortir de la zone de Djeke pour atteindre la préfecture de Yomou et peut-être aller beaucoup plus loin. Ouais. Il faut aller vers un combat beaucoup plus actif pour circonscrire la maladie. Justement. Je pense qu'il faut insister sur cela aujourd'hui. Voilà, du côté de Sakoba, personne ne veut décrocher pour l'instant le téléphone, donc c'est un peu compliqué. On va essayer de tenter de joindre une autre personne, une spécialiste évidemment en la matière, parce que l'heure est grave, c'est très important, il faut communiquer dessus. Mais cette population a envie de comprendre, c'est très important, Mafoudi Bangura. Cette population a envie de comprendre et surtout elle a le droit de comprendre. Donc on a besoin qu'il y ait une large communication, mais encore une fois, c'est tout ce que nous disons chaque fois qu'il y a problème. Les gens, ils s'arc-boutent dans leur bureau, ils ne veulent pas communiquer. C'est quand c'est très grave, on dit aux journalistes, venez vers nous, vous aurez dû venir parce qu'on avait les informations, ce que vous avez dit, c'est pas vrai. Eh bien, monsieur, tout ce que nous demandons, c'est que vous interveniez dans cette émission pour nous dire ce qui se passe effectivement. Est-ce que des mesures sont prises pour que la population soit protégée? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Qu'est-ce qui manque? Comme ceci, parce qu'on a après les autorités au plus haut sommet qui les écouteront, qui sauront ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas pour endiguer, pour en finir avec cette maladie. Après, c'est déjà, j'apprends que depuis en octobre, vous imaginez, donc si on veut, c'est fait à dessein pour ne pas déjà qu'on sache que ça existe maintenant. Pourquoi? Est-ce que c'était dans le but de préserver? Parce que souvent, il y a cette position qu'on adopte pour ne pas faire peur à la population. Mais est-ce que parallèlement, il y a un travail qui est fait pour en même temps ne pas faire peur à la population, mais déjà préserver cette population? Eh bien, on voudrait avoir finalement, Dr Sakoba, qu'il nous dise, mais le plus important, c'est qu'il nous rassure qu'il y a un travail qui est fait, parce que la Guinée n'est pas à l'abri de tel cas. Aujourd'hui, hier on parlait d'Ebola, aujourd'hui on parle de Lassa, demain on peut parler autre chose. Il y a des études l'ont prouvé qu'on n'est pas à l'abri. Après, le plus important, c'est de savoir que effectivement les structures mises en place, parce que après tout, ce sont des structures qui ont été renforcées quand il y a eu Ebola. On s'est rendu compte un peu de notre manque, si on veut, de stratégie, de nos faiblesses. Et on estime qu'avec Ebola, on les a renforcés et que c'est des excuses qui ne doivent plus exister pour dire que finalement, on est allé à tel nombre de morts. Même c'est trop parce qu'on devrait pouvoir prévenir. Justement, devoir prévenir. On va revenir dans un instant et le temps pour notre réalisateur de joindre quelques spécialistes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.